Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Rejoint sur le fil, les Aiglons ont concédé le match nul, un but partout face à Lille pour la première de Francesco Farioli. Nous reviendrons bien sûr sur cette rencontre faite de promesses et de questions en compagnie de l'équipe des sports de Nice Matin. Vincent Minichini, salut Vincent. Salut à tous. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et il est de retour, la légende, Philippe Camps. Salut Philippe. Salut à tous. Tes vacances au Cap d'Agde sont bien passées? Oui. Toujours dans ton petit camp naturiste. Bien sûr. Oui. Une merveille. Notre invité On l'appelle la légende là-bas aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle la légende. Notre invité cette semaine revient tout juste, lui, pas d'un camp naturiste, mais de la Coupe du Monde féminine en Australie, battu cruellement au tir au but face à cette équipe donc d'Australie en quart de finale. Laurent Bodadi, salut Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Encore un petit peu en décalage horaire, non? Ça va? Un petit peu. Ouais. Un petit peu, ouais. C'est normal avec les 12 heures de décalage adjoint d'Hervé Renard, donc dans cette Coupe du Monde féminine. Au sommaire de cette émission, un retour sur Nice-Lille, donc un focus sur Marcin Bulka, enfin numéro 1, les dernières news mercato, l'avant-match face à Lorient et le souviens-toi de Philippe consacré à Georges Dominguez, El Potro, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. On attaque ce Gymto par ce match nul, donc un but partout face à Lille vendredi dernier. Les Rouges et Noirs, Vincent, ont affiché des choses plutôt intéressantes, surtout en première période, avant un peu de baisser le pied ensuite. Ouais, au final, c'est quand même un bon point face à une très belle équipe lilloise qui m'a fait forte impression, notamment en première mi-temps. Quant aux Niçois, il y a eu du bon et du moins bon, notamment dans le contrôle du ballon. On s'attendait peut-être à les voir davantage en possession de la balle. Ça n'a pas vraiment été le cas, mais c'est aussi, je trouve, une preuve d'intelligence de savoir s'adapter face à une équipe qui le tenait aussi bien. Donc voilà, je trouve qu'il a été assez pragmatique, comme on dit, c'est un peu le mot à la mode ces dernières années. Il a fait en sorte de les attendre très bas et de procéder par contre. Et c'est ce qui a fait la différence, notamment en première période. Un bon match et j'ai surtout bien aimé l'atmosphère à la Lance Riviera. 30 000 spectateurs pour une première, c'est un record depuis 10 ans. Une belle ambiance, une belle énergie. J'espère que ça va perdurer dans le temps parce qu'on sait qu'à Nice, c'est pas gagné. Mais c'était une belle soirée d'été et un résultat plutôt assez convenable, logique, au final. assez logique, voire même plutôt heureux pour Nice au final. Pour Nice. Pour appuyer ton propos, on va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Lille et on va voir qu'effectivement Nice a laissé la possession à Lille, 60-40 sur les deux équipes, plus de tirs, dont des tirs cadrés également pour les Lillois et ces fameux cartons jaunes, 3 cartons jaunes pour les Niçois, 2 pour les Lillois, une occasion de but de part et d'autre. On reviendra bien sûr sur ces cartons jaunes parce qu'ils ont compté dans le coaching de Francesco Farioli. Will, toi de ton côté, tu retiendras peut-être plus les promesses de cette première période niçoise? Oui, en plus, je trouve moi sévère quand vous dites un peu heureux pour Nice. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes contraires à l'OGC Nice dans ce match, notamment l'arbitrage. On en reparlera. Qui n'a pas été très cohérent. Et j'ai trouvé que Nice, surtout quand ils ont la bonne période, après l'ouverture du score, ils ont une situation immédiate de mettre le 2-0. Lille qui défendait mal, je trouvais. Alors, très bon jeu de possession, maîtrise, mature. Mais par contre, défensivement, c'était instable. Et Nice leur faisait mal. Laborde leur faisait mal. Mofi leur faisait mal. Donc je pense que Nice a peut-être raté le coche en première période et en deuxième période sur l'ensemble du match, bien sûr que ce nul est logique, mais oui voilà, je préfère me concentrer sur les aspects intéressants et notamment ces 20 minutes en première période où le pressing fonctionnait bien, même en défendant bas, ils arrivaient à faire des transitions rapides. Thuram qu'on retrouvait dans un rôle rayonnant, Laborde qui a été très bon aussi alors qu'il avait vécu une prépa compliquée. Donc moi je trouve face à une belle adversité un nul encourageant. Laurent, tu t'es regardé le match en replay, on va dire ça comme ça, parce que quelques heures juste après ce match, tu jouais pas, mais tes joueuses jouaient avec l'équipe de France féminine. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première? Il y avait beaucoup de curiosité d'ailleurs autour du coach Farioli. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. J'ai trouvé que l'équipe de Nice avait su garder sa philosophie de jeu, avec Lille qui est très vite venu presser haut, poser des problèmes avec 6 joueurs au pressing et malgré ça, Bulka, Dante, Todibo et tous les joueurs ont essayé toujours de relancer court. Il y a eu quelques pertes de balles dans la moitié, mais au final, si on fait la balance entre les pertes de balles et toutes les actions qui ont été menées en attaque rapide et pas forcément quand ils défendaient, mais aussi quand ils construisaient, j'ai trouvé ça très intéressant que cette équipe garde son fil conducteur. Après, la possession, elle tourne à 60-40 parce que Nice a marqué en premier et qu'à un moment donné, Lille a dû prendre leurs responsabilités dans le jeu.
mais j'ai trouvé un match avec beaucoup de rythme pour un premier match de la saison, de l'intensité. Alors je ne sais pas si c'est mon œil qui est formaté sur les féminines depuis avril, mais j'ai vu vraiment des belles choses. Philippe, on a connu peut-être des premières un peu plus compliquées pour l'OGC Nice, et en particulier peut-être pour certains coachs. Là, on va dire qu'on s'en sort plutôt bien. Oui, on a connu ces derniers temps. Oui. Parce que si tu remontes loin, Oui. on explosait tout le monde en début de championnat dans les années 70. C'est vrai, c'était une équipe de première partie de saison. Exactement. Ouais. Mais oui, c'était... je rejoins tout le monde. C'était une bonne première. Et moi, je pense que moi aussi, je vois vraiment un nul logique, quoi. Parce que... j'ai trouvé que Lille avait quand même été un étage au-dessus dans le jeu. C'est ce que je retiens un petit peu aussi. C'est normal, après tout, Lille a fini devant Nice la saison dernière. Nice n'avait que deux recrues seulement alignées sur le terrain, on en parlera tout à l'heure. Donc la dynamique était plutôt lilloise. Et puis ils ont un an avec déjà Paolo Fonseca qui prône à peu près les mêmes idées que Francesco Farioli. D'ailleurs, les deux hommes se sont parlé à la fin du match. Paolo Fonseca a eu des mots très sympas à l'égard de Farioli. Donc ils se comprennent, ils ont les mêmes idées football. Et dans leur discussion, je l'ai perdu, Fonseca a dit à Farioli, de toute façon pour tes idées, il va te falloir un bon 5 mois pour qu'il y ait vraiment le déclic et que ton équipe on va passer joue justement à ta patte. au débat sur Francesco Farioli, des promesses et des questions. On va d'abord parler des promesses peut-être, Vincent, quand 5-6 mois pour trouver le bon équilibre. Le problème c'est que Nice a un gros calendrier quand même sur les 2 premiers mois. Après, c'est la même ossature que la saison dernière. Hein. Quand tu redémarres la saison avec la même charnière centrale, sur les côtés, les latéraux sont les mêmes. Au milieu, tu as quand même aussi également une ossature. Morgan Sanson, on voit évidemment qui t'apporte une plus-value. Et devant, Mofi Laborde, ça fait 6 mois qu'ils jouent ensemble. Donc voilà, il y a une ossature. Après, évidemment que Francesco Farioli il veut mettre des choses en place, notamment dans le pressing. Il a des idées novatrices. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne sortent pas les 2 meilleurs joueurs du match à la 57e minute. C'est un constat que je pense beaucoup de gens ont effectué. Je veux bien entendre l'excuse, entre guillemets, du carton jaune, mais si on sort tous les garçons quand on est carton jaune... D'ailleurs, pour reprendre ce que dit Will, il nous parle de Thuram, de Laborde. Il a entièrement raison. Ouais. Ce sont les 2 meilleurs joueurs de la première mi-temps, voire de l'heure de jeu. Et ce sont des garçons quand même réputés pour leur sagesse. Et quand ils voient le numéro, ils se disent « Mais coach, non, pas maintenant, encore peut-être 10 minutes. » Et je pense que même lui, apparemment en conférence de presse, il a reconnu que ce n'était pas l'idée de l'année. Quoi. On l'écoutera tout à l'heure. Juste, je voulais faire intervenir Laurent par rapport à ça. C'est quoi? C'est un peu la méconnaissance peut-être de la Ligue 1, de son effectif, qui fait que il pense que ces 2 joueurs, ils peuvent peut-être prendre un nouveau carton jaune et sortir du match. C'est pour ça qu'il les change aussitôt. Ouais, bon, aujourd'hui, les joueurs sont habitués à jouer avec des cartons jaunes. Hein. C'est aussi à eux d'assumer leurs responsabilités. Après, effectivement, on dit qu'un entraîneur, en général, il a 100 jours. Alors, 5-6 mois, c'est beaucoup, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'il fasse vite ses preuves. Moi, j'ai trouvé beaucoup de choses positives. Et sur les 2 changements, ça va très vite hein, dans la tête d'un coach. Il prend cette décision parce qu'il veut peut-être pas se retrouver à 10 à un moment donné. Effectivement, ils auraient peut-être pu jouer un petit peu plus quand on voit que Morgan Sanson, à la fin, a fini avec des crampes. Il a la malchance aussi que Mofi se blesse et sorte. Touché, ouais. Donc... on va l'écouter, Francesco Farioli, mais il est revenu en conférence de presse sur ça. On va l'écouter d'abord, Will, et après, puisque tu étais à cette conférence de presse, tu nous expliqueras tout ça. Francesco Farioli devant la caméra de Philippe Bertini. En règle générale, j'aime pas trop l'idée d'avoir trop de joueurs avertis sur la pelouse. Surtout dans un match comme celui de Lille, si on regarde le poids des cartons jaunes concernés des joueurs comme Attal et Laborde qui évoluent sur la même aile et contre une équipe qui attaquait beaucoup de ce côté-là, j'ai pas voulu risquer de perdre ces joueurs. Donc ça dépend du scénario du match, les cartons jaunes, mais aussi et également Khéphren Thuram qui était sous le coup d'un avertissement. Donc il y a le scénario du match avec les cartons jaunes, mais aussi le désir d'injecter du sang neuf. C'était le premier match devant un stade plein. J'ai un effectif large à disposition et je voulais impliquer tout le monde. C'est quelque chose en quoi je crois. Après, avec le recul, j'aurais peut-être retardé un changement pour garder une cartouche dans ce match. Mais après, le dernier changement a été forcé par la blessure de Terem. Voilà, donc Francesco Farioli qui fait son mea culpa au final, Will. Oui, en expliquant aussi vraiment ses convictions. Et ses convictions, il nous l'a dit aussi après la conférence de presse.
Ça lui est arrivé 3-4 fois en Turquie de ne pas utiliser 5 changements seulement. C'est quelqu'un qui il demande tellement d'énergie, d'intensité à ses joueurs qu'il est conscient qu'à un moment donné, il faut injecter du sang neuf pour garder la même intensité dans le match. Et c'est comme ça qu'il essaie de déstabiliser l'adversaire aussi. Il a eu cette petite phrase, c'est qu'un latéral droit qui est un attaquant sur son aile qui fait 7 bornes pendant 1 heure et derrière tu fais rentrer pendant la dernière demi-heure un remplaçant qui fait encore 5 bornes, et ben le latéral droit à la fin il finit à l'hôpital d'avoir tant couru. C'est ça qu'il réclame et du coup... On va en parler aussi après dans l'indiscret. Il y a aussi l'arbitrage qui l'a un peu fait pencher vers un choix plus défensif. Et il disait aussi qu'il avait un banc pour défendre plutôt que pour aller marquer le deuxième. Donc il voulait faire des changements avant l'égalisation. Mais ça veut dire quoi ça, Philippe? Ça veut dire un petit peu frileux sur ce coup-là, peut-être Francesco Farioli, au lieu d'appuyer pour aller chercher le deuxième, il a préféré blinder derrière? Moi, c'est son premier match. Donc, je vais rester calme, tranquille. Mais franchement, je trouve ce qu'il a fait complètement incompréhensible. Voilà. Petite erreur de jeunesse, par contre, par exemple? Je sais pas. Moi, ce qui m'inquiète, enfin, ça m'inquiète pas vraiment, mais c'est juste le feeling et sentir un match et sentir. Et là, il avait le nez bouché, quoi, parce que sortir Laborde et Thuram. Puis en plus, on sait que Laborde comme Thuram, c'est deux joueurs intelligents. C'est des joueurs intelligents qui savent jouer avec un carton, qui étaient très bien. Et surtout qu'après, on a vu la différence quand ils sont sortis. C'est-à-dire que le match, il était sur une balance, il a basculé. Hein. Même si les entrants sont plutôt intéressants. Alors, on va tout de suite dire que le sortir Attal, c'est presque logique, à la mi-temps. Là, sur ce changement-là, peut-être, il n'y a pas beaucoup de débat. Entre Lotomba et Attal, en ce moment, il y a peut-être plus avantage Lotomba. Il n'était pas loin de prendre un deuxième carton mais jaune. Au milieu, entre Pablo Rosario et ce qu'Efren Thuram là, qu'on a vu contre Lille. Oui, ça sur Rosario Thuram, oui. Non, mais il n'y a pas photo. Et surtout qu'Efren, il a besoin, je pense, depuis quelques mois, de retrouver aussi de l'allant. Et il était en passe de le retrouver. Et là, d'un coup, à la 57e, puis comme on l'a dit, on le répète, Thuram, c'est un garçon quand même qui passe plutôt bien avec les arbitres. Il prend d'ailleurs très rarement des cartons jaunes. Donc je pense qu'il aurait eu la capacité de ne pas en prendre un deuxième. Et surtout, quand il est sur le terrain, il crée une menace chez l'adversaire. Je pense que quand Lille voit rentrer Rosario, même Fonseca, il se dit, bon ben là en fait c'est un repli sur soi. Donc là on va avancer. Parce que quand tu as Efren Thuram sur le terrain, bah, peut-être que tu te dis, bon on va pas jouer peut-être trop haut non plus. Parce qu'il tu as un rapport percuter. de force. Je trouve qu'avec ces changements, en fait, le rapport de force est presque inversé totalement. À ce moment-là. Bon, on va lui pardonner évidemment à Francesco Farioli. Il y a les changements, mais il y a aussi le message. C'est ça. Et à Nice, on aime le beau jeu, mais on aime les joueurs qui s'engagent aussi. Et donc là, il ne faudrait pas que les joueurs, au prochain match, ils se disent, faut pas que je prenne de jaune parce que sinon je vais sortir. Et du coup, on s'engage un peu moins et c'est un cercle vicieux. Faire attention. Allez, on va passer à l'indiscret. Will, tu nous en parlais, l'indiscret. Oui, l'indiscret. L'indiscret, oui, c'est... il n'a pas voulu en parler en conférence de presse publiquement ni rien, mais Francesco Farioli a été très désagréablement surpris de l'arbitrage de M. Bastien. Outre ses décisions, notamment, par exemple, sur celle de Sanson, pour lui, il n'y a pas pénalty. Sur l'action de Lucas Chevalier. Sanson, là-dessus, il dit rien, mais c'est plutôt sur un moment un tacle que reçoit Attal, la dernière faute sur Mofi, blesse Mofi, d'ailleurs. Qui blesse Mofi. La première faute aussi au début de match sur Youssouf, une semelle énorme qui peut mériter rouge. Et surtout, ce qui l'a un peu contrarié, c'est cette impossibilité de discuter avec l'arbitre. Ça l'a marqué. À peine il est arrivé sur le bord de son camp, le quatrième arbitre de sa zone, le quatrième arbitre venait vite le renvoyer sur son banc, et il n'y avait pas de discussion possible. Et ça l'a un peu froissé. Et c'est pour ça aussi que ça l'a encouragé à se questionner sur les changements, en se disant qu'à la limite, vu comment ça tournait, il suffisait peut-être que Kefren mette un petit pousson du bras à quelqu'un pour prendre un deuxième jaune. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu tout qui a encouragé cette décision un peu malheureuse. Mais là-dessus aussi, il y a des garçons qui vont devoir se révéler. Je pense à Julien Sablé,
qui a longtemps été dans l'ombre un petit peu de Didier Digard, de Fred Jorias, un banc, ça doit aussi... Les adjoints, tu veux dire ça doit vivre en fait. Il va nous en parler. Voilà, je pense qu'il est le mieux placé pour nous en parler. Je pense que c'est une synergie avec le 1. De temps en temps, sur une situation, faut mettre un peu la pression. Aujourd'hui, Farioli, c'était son premier match. Donc je le voyais, le 4e, dès qu'il sortait de sa zone technique, et il disait, bon, pardon, je me rassois. C'est aussi un rapport de force. Et pour revenir, c'est Benjamin André. Lui, qui est un joueur qu'on aime tous, il fait beaucoup de fautes. Lui, il n'est pas sorti de ce match. Oui. Donc voilà, ça c'est aussi important de garder ses nerfs et aussi d'avoir ce rapport-là. Benjamin André, il fait peut-être 8 fautes par match, mais il fait une petite tape à l'arbitre, désolé, je suis là, machin, mais il prend jamais de rouge. Julien Sablé, qui connaît très bien la Ligue 1, Laurent, il doit dire peut-être à un moment donné à Francesco Farioli de s'imposer plus dans sa zone technique, ou peut-être de lui demander de retarder les changements, parce qu'il connaît les joueurs également. C'est aussi le rôle d'un adjoint ? Je sais pas, ils apprennent à se connaître aussi. Ça fait peu de temps qu'ils travaillent ensemble. C'est vrai que quand on est adjoint, on a tendance à protéger un peu le numéro 1 en allant haranguer un peu pour essayer de faire pencher la balance, mais on a beau crier, et bien souvent ça donne aucun résultat. Tu cries toi sur le banc de touche, toi, tu es un adjoint qui... De temps en temps, avec David Ducci, oui, on monte un peu la voix, parce que Hervé Renard, lui, il en voit quand même. Ouais, disons que il faut qu'il fasse lui attention à ne pas se faire expulser déjà, et puis après à nous de prendre le relais de temps en temps. Sur cette inexpérience, évidemment, il se fait un peu rabrouer par le 4e arbitre. Francesco Farioli doit s'affirmer un petit peu plus pour toi aujourd'hui, Philippe ? Oui, sur tous les plans, pas que là, je pense. Maintenant, c'est lui qui a les cartes en main, donc... Bon, après, c'est un match, encore une fois. Non, mais... On est en train de juger sur un match. Je ne suis pas sur un match. Mais bon, il le fera. Voilà. Oui, puisque c'est un Italien, il est plutôt sanguin. Il va s'adapter. Il était au championnat turc, il y a un championnat aussi où il faut montrer du caractère, et il a su le faire. Donc, tranquillement, il va s'adapter. Mais je rejoins Vincent, c'est là que le staff aussi est important. Et je pense à Frédéric Joria qui savait très bien le faire, ça. Pousser des coups de gueule quand il le fallait. Peut-être qu'il faut son successeur maintenant sur le banc. Parce que les adjoints, même nous, qui c'est qui est capable sur le plateau de donner le nom d'un adjoint à part Julien Sablé, de Francesco Farioli? Non, on ne les connaît pas encore très bien, effectivement. Voilà, donc les 4e arbitres, il ne sait même pas qui c'est. Donc là aussi, c'est du travail à faire en amont, même je pense au sein du club, à faire du travail en off avant les matchs, faire que les gens se rencontrent, se parlent, pour que Nice soit respecté. Allez, on va passer au focus. Et le focus concerne Marcin Bulka, le gardien de but de l'OGC Nice, enfin numéro 1, on va dire cela comme ça, parce que c'est vrai que il y avait la concurrence avec Kasper Schmeichel. Aujourd'hui, Vincent, Kasper Schmeichel est sur le départ, clairement, et Francesco Farioli a fait de Marcin Bulka son numéro 1. C'est plutôt logique en vue des prochaines années, disons. Kasper Schmeichel, on sait très bien qu'il a été loin de faire l'unanimité la saison dernière. Il a eu un comportement pas toujours irréprochable, loin de là. Et aujourd'hui, la volonté du club, c'était d'installer Marcin Bulka parce qu'il représente l'avenir. Après, comme on l'a dit pour Farioli, c'est un match. Pour Bulka, c'est également un match. Il a été très bon. Une première, je pense qu'il avait une concentration maximale. Mais pour Marcin, j'aimerais qu'on dise la même chose au mois de janvier, en février. Parce qu'au final, Schmeichel, même s'il a été par moments très limite lors de la première partie de saison, la deuxième partie de saison de Schmeichel, elle est loin d'être catastrophique. Il est quand même à la tête de la 2e meilleure défense de Ligue 1. Et il n'a pas fait que des mauvais matchs. Donc voilà, attention, parce que forcément, il y avait un peu un délit de sale gueule avec lui, parce qu'il a été insupportable par son comportement. Et d'ailleurs, il a quitté le club la semaine dernière. Il est revenu, il s'entraîne. Il est revenu, mais il n'est pas venu, par exemple, à la présentation des joueurs. Et il ne viendra plus sur aucun match. Voilà, donc ça veut dire que l'état d'esprit, il n'est pas terrible non plus. C'est pour ça que si Bulka se blesse demain, qu'est-ce qu'on fait avec Schmeichel, quoi? Non, mais c'est pour ça que je dis que le délit de sale gueule, c'était notamment dû à son comportement insupportable. Mais sur le terrain, la deuxième partie de saison de Schmeichel, elle est loin d'être catastrophique. Pourquoi ce choix de Marcin Bulka? Ce choix, c'est pour un ensemble de choses. Farioli préférait le jeu au pied de Schmeichel, mais dans ce qu'il prône, un pressing très haut, un bloc plus haut, une défense qui défend haut, il fallait un gardien aussi qui sache combler le vide
entre le but et sa défense. Et Marcin Bulka l'a très bien fait contre Lille, et c'est ce que réclame Farioli. On sait que Kasper Schmeichel, pour sortir de sa ligne, c'est plus compliqué. Il aime pas trop ça, il aime pas jouer loin de son but. Donc c'est ce qui a fait la différence. Après, ce que Farioli nous a dit aussi, c'est qu'il a dit à Bulka que c'est lui qui démarrait la saison, mais il ne lui a pas dit tu seras le numéro 1 de toute la saison. Comme il n'a pas dit à Schmeichel, tu ne seras le numéro 2 toute la saison. Il a simplement donné le gardien qui commençait la saison. Donc aujourd'hui, Schmeichel veut partir, mais il faut qu'il trouve une solution, il faut qu'il trouve un point de chute. Et s'il ne trouvait pas un point de chute d'ici le 31 août, et qu'il devait rester, Farioli nous a bien dit encore une fois que rien n'était joué. C'était pas Bulka numéro 1, Schmeichel numéro 2. Peut-être que la donne pourrait changer dans un mois. Oui, alors après, le mercato en Arabie Saoudite, par exemple, il finit beaucoup plus tard qu'en Ligue 1. Deux semaines de plus. Ouais, 2 semaines de plus. Donc ça pourrait aussi influer si jamais Kasper Schmeichel n'avait pas de club européen. Et on peut ajouter que si Schmeichel s'en allait, l'OGC Nice recruterait un numéro 2. Oui, parce que Teddy Boulendi, c'est un peu léger pour l'instant. Teddy Boulendi et Javjowski, Bartosz, c'est jeune. Ça sera pas un numéro 2. Ça demande à progresser. Voilà. C'est toujours compliqué, Laurent, la gestion des gardiens de but. Il n'y a pas de bonne méthode au final. Il y a juste à essayer de ménager un petit peu les égos de chacun et faire jouer le meilleur, quoi, en gros. Ouais, mais là, ce que je comprends, c'est que Schmeichel, il n'accepte pas la concurrence, en clair. Donc il y a une difficulté, il fuit, il s'en bat. Alors que le coach n'a pas annoncé numéro 1, numéro 2. Il a dit, voilà, pour le premier match, c'est toi. Là, il y a de la concurrence. C'est dommage. Je trouve que c'est un comportement, c'est un peu dommage. Surtout que le club lui a donné sa confiance l'année dernière. Voilà, après, Bulka, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match, et même au pied. Il fait une super relance, notamment, qui entraîne le deuxième corner au bout de 10 minutes, un petit ballon à mi-hauteur sur Morgan Sanson pour éliminer 6 joueurs au pressing. Je l'ai trouvé très juste, même à une touche de balle. Bien souvent, c'était difficile et il a fait de bonnes relances. Donc, tant mieux pour lui. Et bon, avec les mains aussi, il fait une parade exceptionnelle. Il fait 2 ou 3 parades exceptionnelles. Philippe, c'est l'avenir du gym, Marcin Bulka, clairement. Ah oui, pour moi, il n'y a pas photo. Je pense que Favre l'avait fait jouer à un moment donné pour ne pas le perdre. Et là, ils ont choisi Bulka, ils ont perdu Schmeichel. Donc, parce qu'il a un état d'esprit... il faut dire que c'est un état d'esprit déplorable, quoi. De toute façon, ce mec, je ne sais pas si il aime le club, s'il aime il a jamais été niçois, quoi. Il est venu, on a l'impression qu'il est tombé du ciel. Là, il a été. Pourtant, il avait fait une super conférence de presse. Présentation. Voilà, je garde de lui que la conf. Quand il est arrivé, sa présentation. Et après, ça a été décevant, même s'il a fait des bons matchs en deuxième partie de saison. Moi, je suis bien content que Bulka, qui aime le club et qui a un caractère complètement opposé d'ailleurs à Schmeichel. Bulka, il est né dans le vestiaire. Et surtout, quand on parlait d'atmosphère en début d'émission, Bulka, il contribue à ça. Parce qu'il a une connexion, on l'avait vu notamment lors du parcours en Coupe de France, avec la Populaire Sud, notamment, assez très forte. En fait, on le voit dès l'échauffement. Et puis Bulka, il a une carrure, il fait 2 mètres, on dirait un méchant, il plaît, il représente. Non, mais c'est Dolph Lundgren dans le. Exactement, mais il se ressemble un peu. Je le vois quand il rentre à l'échauffement, qu'il va taper sa barre avec ses 2 mains face à la tribune. Les supporters, ils sont comme des fous. Et il y a une connexion entre eux et ça contribue aussi à une belle énergie, ce qu'il n'y avait absolument pas avec notre ami Kasper. Non, puis moi, je suis pour un gardien. La concurrence chez les gardiens, j'aime pas ça. Ouais. Il faut un numéro 1. Il faut un numéro 1. Moi, je parle parce que j'ai toujours écouté Dominique Baratelli qui m'a dit, moi, quand je jouais, je voulais jouer tous les matchs. Le championnat, la coupe de la Ligue, tous les matchs, je voulais pas laisser ma place. Et je trouve que... moi, je pense qu'il faut un numéro 1. Mettre la concurrence, là, oui, alors il va peut-être rejouer, on le remet. Non, il y a un 1, et puis après, il y a un 2. C'est comme ça. Alors, on va passer au match des recrues, Morgan Sanson et Jérémy Boga. On va regarder leur stats. D'abord, celle de Morgan Sanson sur ce premier match, on l'a dit, qui a fini avec des crampes. Il a tout donné dans cette rencontre. Morgan Sanson, 41 ballons touchés, 88% de passes réussies et 2 tirs, 4 dribbles réussis sur 5. Dans les duels, quasiment 50% de duels gagnés. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il poste pour poste avec Aaron Ramsey, mais on a eu l'impression déjà, Vincent, qu'il apportait plus, même si Ramsey était un très bon joueur, qu'il apportait plus qu'Aaron Ramsey. C'est Ramsey 2.0 quand même, il n'y a pas photo. Il va beaucoup plus vite, il court beaucoup plus.
Maintenant, c'est vrai que sur les nombres de ballons touchés, je m'attendais à plus. Ouais. Et c'est là-dessus qu'il va devoir progresser. Il faut qu'il prenne davantage le jeu à son compte, je pense. Mais en face, encore une fois, c'était une excellente équipe lilloise. Et puis là, Thuram à côté de lui aussi qui cannibalise un peu les ballons. Il a moins cette capacité peut-être à donner le tempo du Ouais. jeu. Lui, c'est vraiment sa capacité à casser les lignes. Mais oui, moi j'ai adoré le match de Morgan Sanson. Intelligent, même sans ballon, généreux à la récupération. Je pense, en tant qu'entraîneur, c'est des joueurs qu'on aime, un cerveau. Ouais. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, loin de là, mais C'est un QI football, quoi. il Comme organise on dit. parfaitement tout ça, Ouais. en fait. Ouais. Et puis on a eu l'impression, tu as revu le match, que Sanson, il était là dans cette équipe de l'OGC Nice depuis plusieurs saisons, quoi, déjà C'est vrai. acclimaté, quoi. C'est vrai, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match, un très bon match. Et je pense qu'il y a aussi un domaine dans lequel il va apporter beaucoup, c'est sur les coups de pied arrêtés. Exactement. Sur les corners, quand il va réussir à ajuster la mire avec Dante, Todibo, Mofi et Youssouf, je Thuram, pense que Thuram. l'équipe va vraiment être très très dangereuse sur coup de pied arrêté parce qu'il a une frappe fantastique. Une belle frappe pour Morgan Sanson. On va regarder maintenant les stats de Jérémy Boga. Ils sont un petit peu moins favorables, hein, on va dire, pour Jérémy Boga. 28 ballons touchés, 14 passes réussies. On va les revoir, ces stats de Jérémy Boga. Pas de tir. Ses dribbles réussis quand même, 2 sur 2 pour Jérémy Boga. On en attendait peut-être un petit peu plus de lui, Will, sur ce match. Ouais, 2 dribbles réussis, c'est bien, mais 2 dribbles tentés, c'est pas assez. Pour un joueur de son profil, c'est justement pour ça qu'il a été recruté assez cher. C'est un joueur de percussion, c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur d'espace, de profondeur. Et on l'a vu plutôt statique, j'ai trouvé. Les 2 dribbles qu'il fait, il me semble qu'ils sont même départ arrêtés. C'est des crochets où il pousse. Et c'est sûr que sur les premiers mètres, il fait la diff. Mais j'ai trouvé par exemple Mofi beaucoup plus intéressant que lui sur ce match-là. Donc bon, il vient d'arriver, premier match. Il est arrivé un peu plus tard. On va pas non plus lui tomber dessus. Et je pense qu'avec Farioli, un coach qui le connaît déjà très bien depuis son passage à Sassuolo, il sait qu'est-ce qu'il va lui demander, il sait quoi en faire, il sait pourquoi il l'a recruté. Donc pour moi, la courbe elle peut être que ascendante pour ce garçon. C'est un joueur, Philippe, qui peut convenir dans le système de jeu promené par Francesco Farioli, voilà, ce joueur de J'espère. couloir. Ouais, il À est ce intérêt, prix-là. ouais. Ouais, j'espère, oui, à ce prix-là. Pour les 18 deux- millions, on pour rappelle. Hein. Le match des Des recrues. des recrues, il n'y a pas match, quoi. Sanson qui a été remarquable et Boga qui est à revoir, quoi. Et d'ailleurs, je pense que s'il fait ce même match la 10e journée, on lui a mis 4, on est sympa, Ouais, quoi. vous lui C'est mettez la première 3, quoi. journée, c'est... Ouais, voilà. Mais on voit sur ses stats, il a 93% de passes Ouais. réussies, Bien joué qui aussi. correspond plus à des milieux défensifs ou des défenseurs centrales. Donc ce qui montre que dans ce match-là, il a peut-être pas pris tous les risques qu'il avait envie de prendre, parce qu'il y avait l'enjeu peut-être du premier match, mais il a de belles qualités de percussion et je pense qu'il va apporter à cette équipe. Et il est tombé sur un client, parce que je le connaissais pas, le petit arrière droit là qui arrive d'Estoril. Thiago Santos. Thiago Santos, Très, très qui a bon. fait Très, un très bon super match. match. Ouais. Et ça m'a fait penser d'ailleurs au recrutement niçois d'il y a quelques années, où justement tu allais chercher des séries dans des clubs un petit peu seconde zone au Portugal. Ricardo, tous ces garçons-là, d'Albert. Mais le petit Santos, il ferait pas tâche à Nice. Non, très 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 bon match de la part de Thiago Santos. Will, juste avant on passera à la compo pas tout à l'heure, mais Jérémy Boga, il est incertain. Hein, pour Il sa est rencontre. incertain. Le club n'a pas trop voulu en parler, ne veut pas trop l'annoncer, ne veut pas vraiment statuer sur sa présence ou pas. condition physique actuelle, mais à mon avis, c'est compromis pour Lorient. Ouais. C'est peut-être l'occasion de voir enfin le vrai visage de Sofiane Diop ou une nouvelle chance pour Evan Guessant. On en parlera tout à l'heure dans la compo probable. Allez, on va passer aux dernières infos mercato. Je sais que vous attendez avec impatience tout ce que les experts bien informés de la rédaction de Nice Matin ont à vous dire. Il n'y a que ça qui compte pour les gens. À propos de... Au moins pendant mais l'été, oui, il y a quoi. que pendant l'été. Clairement. Tout ce qu'on a Nouveau dit avant. journal pour le mercato. Et on regarde l'émission pour le mercato. Alors, on va d'abord aborder le dossier du latéral gauche, parce que c'est vrai que c'est le dossier le plus urgent du côté de l'OGC Nice. Le championnat a commencé. On savait que c'était un chantier prioritaire à Nice. Et pourtant, l'OGC Nice n'a toujours pas recruté de latéral gauche. Will, pourquoi ? Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Ben oui. Donc pourquoi ? Parce que le GC Nice a des cibles prioritaires qui sont aujourd'hui financièrement compliquées, même dans leur club.
On va reparler d'Aït Nouri. Donc Allez, c'est lui dont on va parler en premier. C'est lui la priorité et il a joué titulaire avec Wolverhampton contre Manchester à la première journée de Premier League. Donc c'est compliqué. Wolverhampton a des réclames pas mal. Donc l'OGC Nice n'abandonne pas la piste, mais il va falloir quand même une rentrée d'argent pour pouvoir assumer l'achat d'Aït Nouri. Il y a Akieme aussi qui rentre dans ses priorités. Alors parle-nous de Sergio Akieme qu'on connaît moins, Sergio Akieme. Vincent le connaîtra peut-être mieux que moi. Alors vas-y Vincent. Vite fait, il a été formé au Rayo Vallecano, après il est passé par la réserve du FC Barcelone et il a contribué à faire monter Almeria en Liga il y a 2 ans, non l'été dernier. Et c'est un garçon qui lui est tombé d'accord avec le club. Maintenant il faut que les 2 clubs se mettent d'accord, ce qui est loin d'être gagné parce que c'est un garçon qui est estimé autour de 8-10 millions d'euros, donc c'est assez conséquent. Et Nouri pareil, c'est un garçon qui a envie de venir, mais à Wolverhampton c'est un peu le bordel. Parce que Lopetegui a été viré. Ouais, mais on sait que c'est un club qui est détenu en grande partie par des agents. Voilà, et donc pour les sorties aujourd'hui, je pense que ce deal-là, il ne se fera que si ça passe par tel ou tel agent. Voilà, c'est lui l'agent d'Aït Nouri d'ailleurs, Georges Mendes. Voilà, donc je ne fais pas de dessin. Nice a la volonté de faire un prêt avec option d'achat depuis 2 mois et on voit bien que ça avance pas pour ces raisons-là. Parce que ils veulent un transfert sec Tous les clubs aujourd'hui veulent de l'argent. Ouais. Donc pour toutes ces questions, Lucas Digne n'arrive que derrière. Ce n'est pas... Alors, il a pourtant une très belle cote chez les supporters, Lucas Digne, mais pour l'instant, tout le monde aimerait que Lucas Digne signe à l'OGC Nice, mais pour l'instant, tu es en train de nous dire que c'est un 3e choix et que c'est très très loin d'être fait. Que ce n'est pas la priorité. Clairement, Lucas Digne n'est pas la priorité au poste de latéral gauche. Après, ça ne veut pas dire que Lucas Digne n'intéresse pas l'OGC Nice, que Lucas Digne ne sera pas le latéral gauche de l'OGC Nice. Parce qu'il est à Nice cette semaine, on a vu sur les stories de ça. Lucas Digne, ça fait un moment qu'il suit attentivement ce dossier parce qu'il fait partie de ces arrière-gauches qui plaisent à beaucoup de clubs, mais financièrement, Lucas Digne, il a un énorme salaire aussi. Mais t'as dégraissé un petit peu, si tu perds Schmeichel, il a un contrat à Aston Villa, Lucas Digne, il veut pas perdre d'argent. Il doit peut-être être à 300-400 000 euros net par mois. Il faut trouver un accord avec Aston Villa qui veut aussi rentrer dans ses sous. T'as déjà réussi à sortir Morgan Sanson, je trouve, dans un deal assez intéressant. C'est ça toute la complexité du mercato niçois. Et quand tu as mis 18 millions sur Boga, forcément, il ne te reste plus grand-chose. Philippe, ce dossier du latéral gauche, on en a parlé et reparlé la saison dernière. On sait que le GC Nice a besoin d'un latéral gauche. Même si les pistes prioritaires ne sont pour l'instant pas faisables. Comment ça se fait qu'on se retrouve encore sans un latéral gauche de métier? On l'a avec Melvin Barr, mais un bon latéral gauche. Moi, je sais pas. Je vois, j'écoute William, Vincent. Je vois que ça tarde. Que Digne n'est pas la priorité. C'est plus Akieme qui est. Moi, je ne savais même pas qu'il existait il y a 15 jours. Oui. Lucas Digne qui est quand même international. Personne ne connaissait d'Albert. Il a été très bon chaque fois qu'il a joué en équipe de France. Il a l'air d'avoir une bonne mentalité. Moi, je pense c'est ta priorité à toi, ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui intéresse Nice, mais qui a un salaire trop conséquent. Ouais, et c'est pour ça que ça se fait pas. Le latéral gauche, évidemment, les latéraux ont pris dans le football aujourd'hui une mesure plus importante que ce qu'elle ne l'était dans les années précédentes, peut-être. C'est vrai que c'est un poste spécifique. Il y a des attaquants qui seront convertis dans le couloir gauche ou à droite. Et c'est vraiment un domaine de réflexion au niveau de la préformation et de la formation pour former des joueurs spécifiquement à ce poste et non pas des joueurs qui vont par défaut en fait. Et c'est des postes très importants, surtout quand on veut jouer haut, quand on veut une possession haute. C'est des joueurs qui doivent être capables de défendre, d'attaquer. Avant tout, c'est des défenseurs, mais aussi on va les juger sur leur qualité de centre, sur leur rapport offensif, donc il faut être complet. Il faut être très complet aujourd'hui. On peut quand même noter que Melvin Barr, qu'on a assez taillé ces derniers mois parce qu'il a longtemps été catastrophique, et dans une phase ascendante. On retrouve un peu celui qu'on avait vu débarquer de Lyon. Il fait un bon match, faut quand même le dire. C'est vrai. On est les premiers des fois à tailler et peut-être ils ne doivent pas être contents forcément, mais il faut le dire quand ils font des... C'est un joueur que j'avais eu l'occasion de rencontrer avec la réserve, contre la réserve de Lyon, et c'est un joueur qui m'avait fait très très bonne impression. J'ai trouvé que son match était correct, même plus que correct. Je trouve qu'on... On est sévère avec lui ? Il prend beaucoup. On est peut-être un peu sévère avec Melvin Barr. Il est généreux, il s'engage. Jim Ratcliffe l'adore, d'ailleurs. Jim Ratcliffe l'adore. C'est vrai.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'été dernier, ils n'avaient pas pris d'arrière gauche. Et si, ils avaient pris Joe Bryan, rappelle-toi. Une petite indiscrétion en plus, c'est qu'il y a un petit jeune qui fait vraiment de belles surprises pour le coach, pas de la jouer tout de suite au poste de latéral gauche, mais qui est très intéressant, c'est Tom Louchet. Louchet. Il fait très forte impression au coach par son intelligence surtout. Il peut passer devant Amraoui peut-être dans la hiérarchie. Surtout ce qui est fantastique chez ce gamin, c'est qu'il peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer un peu plus haut. Et puis on n'a pas besoin de lui répéter les consignes. Il comprend lui-même que s'il est à ce poste-là, il faut qu'il refasse attention à ça, à ça, à ça. Donc il y a des jeunes qui poussent. À surveiller. Tu nous avais parlé l'année dernière de Badreddine Bouanani à surveiller. Tu avais eu raison. On va surveiller. Il y a un cette petit saison. aussi qui a mis 3 buts. Khalil Boudache qui met le premier. Un premier but de fou. Un Mais caramel, les trois lucarne. sont magnifiques. Ouais, les trois sont magnifiques. Mais alors le premier, un lucarne. Bon, après, c'est un gamin de 17 ans. Mais c'est pareil, Bouanani contre Lille, si tu te gardes une cartouche, on va revenir sur le changement. Peut-être. Sur les 10 dernières minutes, c'est quand même un joueur de déséquilibre. Tu as raison. Oui, je dis pas que j'ai raison. On va continuer à parler mercato, mais à travers le pour-contre. Allez, le pour-contre, il concerne Jean-Claire Todibo. Faut-il vendre Jean-Claire Todibo? C'est la question que l'on se pose cette semaine. Et honneur à toi. Non, Vincent. On avait dit Vincent. Allez. On avait dit Vincent pour attaquer. Bien amené. Du coup, non, mais pour moi, ce serait pas une catastrophe, mais presque de perdre Todibo à 10 jours de la fin du mercato. Parce que je ne vois pas qui pourrait remplacer un tel élément aujourd'hui. Et certes, il y a Youssouf, mais dans le système mis en place par Francesco Farioli, on voit bien que Youssouf, il est indispensable devant la défense parce qu'il a la capacité, notamment quand tu n'as pas le ballon, de passer à 5 et de venir s'intercaler en tant que troisième défenseur central. Il y a également cette complicité avec Dante. Aujourd'hui, trouver un défenseur central qui match avec Dante, c'est peut-être pas forcément gagné. Il y a une complicité telle que pour moi, ce serait vraiment catastrophique de le perdre, même si évidemment, ça serait la plus grande vente de l'histoire du club. Mais le perdre à ce moment-là de la saison, je trouverais que ce serait une catastrophe. Je suis d'accord avec beaucoup d'arguments de Vincent, mais moi je vais dire justement pour le reste de l'effectif, pour finir ce mercato comme Florent Ghisolfi, le club aimerait le finir. Et je pense que vendre Todibo à 40 ou 50 millions à Manchester United, tout le monde serait content. Todibo aujourd'hui il est content à l'OGC Nice, mais si c'est pour rejoindre un club comme Manchester United, avec la perspective d'être bien positionné dans la hiérarchie pour jouer, il sera content, l'OGC Nice sera content d'encaisser 40 millions. Il faudra le remplacer, certes, mais tu pourras trouver ton latéral gauche, tu pourras trouver ton milieu supplémentaire, on en a déjà parlé la semaine dernière, avec Nouri, Bellegarde. Donc c'est pas une vente au rabais, c'est pas une vente forcée, c'est déjà une vente même programmée dans l'esprit du club. Déjà en janvier, quand ils prennent Youssouf, c'est dans l'hypothèse que Todibo quitte le club cet été. Donc ça pourrait satisfaire tout le monde, en sachant que Ineos ne veut plus rajouter d'argent. Donc ça serait cette manne financière qui permettrait à l'OGC Nice de finir son mercato et d'avoir un effectif complet. Laurent, les deux arguments sont bons. Ouais, c'est difficile de choisir. Du coup. Les deux arguments sont bons, mais moi je le vendrai pas. Ouais. Parce que Nice était l'une des meilleures défenses l'année dernière et que Todibo c'est un joueur d'avenir. Et s'il y a un projet à Nice pour aller chercher la Ligue des Champions, c'est avec des joueurs comme ça. Donc si on s'en sépare, c'est dommage quand même. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de projet pour la Ligue des Champions, c'est un mot interdit. Ouais, ça c'est du bluff. Lens est allé chercher la Ligue des Champions avec un peu le même projet, où il parlait de Bellegarde. Je ne sais pas si vous avez vu le match de Bellegarde contre Lyon. Il a pris 5 millions d'un coup. Voilà, donc si c'est pour vendre Todibo 40 et faire Bellegarde à 15 millions... Là, tu feras 10. Parce qu'il y a une donnée importante. Mais tu il y a une donnée importante quand même. Parce que tu et puis surtout, que... moi je pense qu'il faut... Pardon, je te coupe. Si tu perds Todibo, il faut un central. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on a vu que Youssouf au milieu de terrain, il est quasiment... c'est quasiment son poste parfait là, devant la défense. Donc, j'ai une petite indiscrétion. Je soupçonne... Si Todibo venait à partir, c'est une petite info mercato d'ailleurs, que Nice vise le dénommé Christopher Roux, que Florent Ghisolfi connaît très bien. Ou Christopher Roux. Ah, pas Christopher Roux. Non. Parce que Philippe, il m'a regardé avec des yeux comme ça. Il a fallu qu'on parlait de notre crew national, qu'on embrasse. Qui était à Lens. Il a failli faire un malaise vagal. Qui était à Lens, qui a été transféré à Rennes il y a 2 ans, et qui pourrait éventuellement... Voilà, dans un petit jeu de chaise musicale, faire l'affaire. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est pas un mauvais profil. C'est ce que je voulais dire, c'est que Youssouf aujourd'hui, il joue à Rennes. Il ne joue pas à Rennes. Youssouf, il est installé au milieu de terrain. À Rennes, il y a Omari, c'est fort. L'abattage que fait Youssouf au milieu de terrain, est-ce qu'il aurait cette capacité en défense
d'en faire autant aux côtés de Dante. C'est son poste, défenseur central. Concrètement, même si tu lui demandes à Youssouf, il te dira je suis défenseur. Je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé, il n'y a pas longtemps, il y a un joueur qui a dit c'est Sanson qui le disait. Qui, quand il a vu, il a cru qu'il était milieu et Youssouf lui a dit non, je suis défenseur. Sur ce plateau-là. Après, Youssouf, tu le mets en pointe. Il va, de toute façon, il joue. Tant qu'il y a un ballon et des adversaires, il va y aller. Donc ça, c'est pas un souci. Mais moi, Youssouf en défenseur, ça m'inquiète pas. C'est plus dans l'animation souhaitée par Farioli. Est-ce que Boudaoui sera capable de faire ce que fait Youssouf? C'est ça. Non. Quel impact psychologique aussi, le départ de Todibo sur le reste de l'effectif, tout ça. Plus ou moins, Todibo, le vestiaire est tous au courant de ses volontés en fait. Todibo s'est jamais caché qu'il aspire à jouer plus haut, en étant heureux à l'OGC Nice. Tout le monde est au courant que Todibo est content d'être au OGC Nice. Il a le plus beau salaire, il est vice-capitaine, il a encore 4 ans de contrat, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde est au courant que si Manchester United vient le chercher, il ne peut pas dire non. Et Manchester United qui a un problème puisqu'il n'arrive pas à se débarrasser de Harry Maguire. Tu connais pas les vidéos FIFA Tu connais pas toi les vidéos sur les réseaux où il est un peu moqué d'ailleurs Harry Maguire. Donc raconte-nous cette histoire. Il devait partir à West Ham et puis finalement il a plus trop envie. Non, lui il avait été vexé d'avoir perdu le brassard de capitaine, mais après il a été vexé de l'offre à 20 millions de livres de West Ham, donc il veut pas y aller, donc en fait il est là. Il fait son caprice quoi. Ouais, mais puis ça arrange pas trop Ten Hag en fait, parce que Ten Hag il a vraiment envie de s'en débarrasser. Donc c'est un peu le jeu des poker monteurs traditionnel dans les mercatos, hein, et puis on sait que dans les 10 derniers jours, tout peut basculer. Mais dans le coup, il y a toujours Benjamin Pavard. Voilà, il faut espérer que Manchester choisisse Pavard. Qui est moins cher, mais qui est plus vieux. Et qui a, entre guillemets, plus de certitude avec Pavard. Et qui est moins bon. Et ça coûte moins cher. Enfin, qui a moins d'avenir que... il est titulaire au Bayern. Oui ou non. Il est parce qu'il est titulaire titulaire au Bayern de depuis France 4 et au ans. Bayern. Aujourd'hui, Jean-Pierre Todibo, avec tout le respect qu'on a pour lui, il est juste titulaire au GC Nice. Et pas international. Et pas champion du monde. Et pas champion du monde. Ouais. Avec tout l'amour et le respect qu'on a. Il y en a qui ont eu des pour belles cotes et qui en ont profité, mais bon, moi je maintiens Todibo. Depuis 30 ans, c'est pas vieux. C'est au-dessus. Pour Benjamin Pavard. Bref, on suivra avec attention. Philippe, on t'a pas entendu. Il a pas 30 ans, Pavard, il doit avoir 28. Je crois que c'est un 95. Il a pas 30 ans. C'est un 95. Mais c'est surtout moins cher. Philippe, on t'a pas entendu sur le sujet. Faut-il vendre Todibo? J'ai pas parlé. Il est amoureux de Todibo. Je sais. J'ai maintenant la preuve que William va prendre un petit billet si Todibo s'en va. Parce que non, moi je vendrai pas Todibo. Voilà. Après, tout dépend. Il y a toujours un après. Tout dépend du prix et tout dépend. 50 millions, tu le vends? Et tout dépend de la volonté du joueur. Lui, il veut partir. Bon, 50 millions. On ouvre la porte. Ouais. Je suis content de ne pas avoir à prendre ce genre de décision, parce que moi, j'aime ce joueur et je le garderai. Bon, voilà ce que l'on peut dire un petit peu sur le mercato. Même s'il ne marque pas assez de buts, contrairement à José c'est sa marge de progression. Il faut qu'il s'améliore. Et dans le jeu long aussi. Et dans le jeu long, tout à fait. S'améliore tout à fait. Dans la concentration. Jean-Claire Todibo. C'est vrai. Allez, on va passer aux Abgym, le meilleur de l'actualité de l'OGC Nice. Dans les coulisses de l'OGC Nice, c'est le Abgym. Franchement, c'est toujours un moment important. Et j'ai hâte qu'on gagne. Merci beaucoup. 2, 3. Nickel. T'es content? Très content. Alors? En plus, le nouveau maillot, Farioli, nickel chrome. C'est vrai, personne qui l'aura celui-là, personne, impossible, à part le coach. Et moi. Et toi? Moi, je suis le deuxième coach en fait. Quand on peut faire plaisir et retrouver nos supporters après l'été, c'est toujours plaisant. Ça va, comment ça se passe? Ça va, très bien. Bienvenue. Hein. Merci. Ça va? C'est un beau maillot. Salut les Niçois, c'est Morgane. Très heureux de vous rejoindre et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. À très vite. Salut Jérémy, comment ça va? Très bien, merci. Très bien, très bien. Ça va bien? Ça va, ça va. Je lui ai dit, il y a la technique qui rencontre la technique là.
Mais je le connais, parce qu'il était à Rennes. Et oui. Et j'étais en Gênes, moi. Tu mettais le meilleur buteur de la saison, ok? Ok. Là-bas, mon cœur, il va venir te voir. D'accord? Ça fait plaisir d'être bien accueilli. Des petits, des grands, des moyens, c'est bien. Franchement, bel accueil. Ils m'ont tous souhaité la bienvenue, donc franchement, ça fait plaisir. Et voilà, j'espère leur rendre toute cette confiance sur le terrain. Maintenant au stade bientôt, ouais. C'est ça le plus important. À Nissa et à l'Elogim. Voilà donc pour ce Zabjim que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. Laurent, on va parler un petit peu de cette Coupe du Monde féminine. Hélas, cette élimination en quart de finale, raconte-nous cette séance de tir au but incroyable. Ça s'est fini 7-6 face aux Australiennes. Ouais, et les pénaltys, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est cruel, mais c'est aussi pour ça qu'on aime le football, pour ces moments d'émotion. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur cette fois-ci. Les joueuses ont tout donné. Elles étaient affectées, très tristes, surtout Vicky Béchot, qui est l'une des plus jeunes et qui a raté le dernier penalty. Mais bon, voilà, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à subir ce genre de situation. Il faut se servir de cette expérience-là pour gagner en maturité et revenir plus fort. Est-ce que vous aviez fait le choix de les travailler, les tirs au but ? On les a beaucoup travaillés, ouais. On les a beaucoup travaillés sur les 3 premières semaines de préparation. On les a filmés, on les a mis sous pression. On a fait des séances où elles tiraient 4-5 fois d'affilée. On changeait les gardiennes. On leur a monté des clips vidéo. Elles se sont vues, elles ont visualisé positivement tout ça. On les a travaillés aussi la veille. on a tout fait, mais... C'est pour ça que vous avez changé les gardiennes. Ouais, contrairement à l'OM, ça a failli marcher pour vous. Non, mais ça, c'est justement le travail qu'on avait fait sur les pénaltys qui nous a permis de prendre cette décision, en tout cas à Hervé, de prendre cette décision. C'était prévu de longue date, parce que Solène avait fait des séances de pénaltys extraordinaires. Et donc on avait totalement confiance en elle sur sa capacité à arrêter des pénaltys. Et c'est ce qu'elle a fait effectivement Solène Durand. Peut-être le tournant de cette séance, c'est les 2 tirs de Kenza Dali. Ce tir au but d'abord arrêté par la gardienne australienne, à retirer, et encore une nouvelle fois au même endroit, retiré et arrêté. Ce qui est cruel pour elle, c'est que c'est une joueuse qu'elle connaît, puisqu'elles ont joué ensemble. Et la veille, bon, j'étais moi sur la séance d'entraînement. Elle demandait à Solène Durand volontairement de plonger de ce côté-là pour se forcer à avoir un penalty difficile à tirer. Et c'est ce qu'elle a vécu le lendemain. C'est vrai que c'est terrible pour elle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir quand même malgré tout de cette Coupe du Monde ? La promesse, peut-être aussi, comme on parlait tout à l'heure avec Francesco Farioli, mais la promesse d'une équipe qui est née. Ouais, je pense qu'on a essayé de donner un nouveau souffle à cette équipe au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'intensité dans le jeu aussi. On a utilisé 2 systèmes de jeu, on leur a donné beaucoup d'informations, elles ont été fantastiques, elles sont très professionnelles, elles se sont beaucoup investies, se sont engagées, on l'a vu au travers des matchs contre le Brésil et de l'Australie aussi, où elles ont beaucoup donné d'elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est une promesse, il ne faut pas que ce soit une promesse en l'air. Il faudra concrétiser sur les prochains matchs au niveau de la Nations League pour bien préparer les Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est l'objectif. Après, je te donne la parole, Vincent, mais c'est vrai que c'est l'objectif numéro 1 de cette équipe de France féminine. Ce sont les Jeux Olympiques l'année prochaine. Oui, en France, et quand on voit l'impact que le public a pu avoir et aussi l'enthousiasme général en Australie qu'a pu avoir sur cette équipe australienne, on s'est bien rendu compte que c'était une vraie force en plus et en France, je pense qu'avec cette force en plus, on pourra aller loin. Je trouve que c'est beau, alors on voit quand même beaucoup de garçons aller en Arabie Saoudite, de voir qu'il y a des gens qui décident de faire un peu le chemin inverse, de venir pour représenter son pays. Et tu parles d'Hervé Renard là. D'Hervé Renard et de Laurent, et je les ai vus, je les ai sentis très, très émus. J'imagine de vivre une Coupe du Monde et représenter son pays au moment où tu es à la Marseillaise en quart de finale d'une Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire, Laurent, mais ça doit être hyper intense. Ouais, ça procure beaucoup d'émotions. C'est vrai que pendant qu'on chante la Marseillaise, on a des fois des émotions qui montent, ça fait vibrer la voix. Et forcément, représenter son pays, c'est quelque chose de fort.
Voilà, donc effectivement, on a fait ce choix qui n'est pas un choix financier, qui est un choix purement sportif et patriote. Donc on est fiers d'être revenu en France pour assumer ses responsabilités et on espère donner le meilleur pour aller le plus loin possible, pour rendre toute la nation fière de cette équipe. Ça va être magique, les JO à Paris, j'imagine quelque chose que vous attendez avec impatience, non ? Oui, après avoir fait 2 Coupes du Monde en moins d'1 an, voir les JO se présenter dans 1 an, effectivement, c'est une belle aventure. Ouais. Oui. On a vu beaucoup de favoris tomber assez tôt dans cette compétition. À un moment donné, on s'est dit, mais c'est peut-être une année... Pour la France. Pour la France. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une année qui aurait pu nous sourire. On le voit avec l'Angleterre qui fait sa première finale, l'Espagne aussi. Donc forcément, ça veut dire aussi qu'il y a le niveau se nivelle un petit peu. Il y a des équipes qui émergent. On a vu des belles équipes comme la Jamaïque, même Haïti, la Colombie qu'on avait battue en amical, mais qui est une très très belle équipe. Les Pays-Bas qui sont toujours là, mais effectivement, ça laisse entrevoir une redistribution des cartes, on va dire. Non, puis ça fait plaisir parce qu'on a retrouvé le fait de parler foot et d'avoir des émotions dans cette équipe de France féminine où ces derniers temps, c'était pas vraiment le cas. On avait l'impression que c'était le chaos généralisé. Et comment vous avez fait pour remettre du souffle et de la vie dans ce groupe ? On est arrivé avec notre authenticité, notre sourire, notre joie de vivre, avec des principes. On a très clairement, dès le départ, annoncé qu'on ne voulait pas parler du passé, parce que le passé, de toute façon, on ne peut pas le changer. On peut agir sur le présent pour le futur. Et ça a été notre message avec les filles. Elles ont adhéré très vite au discours qu'on leur a proposé. Et après, ces 2 premiers matchs amicaux, ils nous ont été salutaires aussi. Le fait de gagner ces 2 matchs contre la Colombie et le Canada, ça nous a donné un peu plus de crédit. Il y a le match de l'Irlande. Le match de l'Australie, un 14 juillet, avec 5 jours à peine arrivé là-bas, il était pas trop bien placé, mais malgré tout, on a fait une compétition où on perd pas. C'est ça aussi qui est un petit peu navrant. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et puis il y a aussi des joueuses qui étaient absentes pour des blessures. Marie-Antoine Katoto, par exemple, voilà. Avec elle, ça ne sera peut-être pas la même chose. Cascarino. Cascarino également. Le match, on va dire, le plus spectaculaire, le plus emblématique de cette Coupe du Monde, c'est peut-être le Brésil en poule. C'est là qu'on a senti cette force naissante de l'équipe de France avec ce but de Wendy Renard. Là. Oui, parce qu'on avait démarré sur un match nul contre la Colombie. Et a posteriori, on se rend compte que c'était peut-être pas un si mauvais résultat vu ce qu'elles ont fait derrière contre le Brésil. Et donc, on était sous pression face au Brésil parce qu'une défaite nous condamnait. Et il fallait aller chercher cette victoire. Donc, c'est vrai que les joueuses ont vraiment véhiculé un état d'esprit, une cohésion de groupe exceptionnelle. Elles se sont réunies, elles ont fait des réunions entre elles, elles ont créé un slogan avant les matchs, elles se sont vraiment investies. Et on a pu le voir sur le match. Et ce qui est bien dans ce genre de match, c'est quand il y a la récompense au bout. Et avec ce but rageur à la fin, c'est vrai que ça a donné beaucoup d'émotions. J'ai une petite question sur la vie de groupe. Est-ce que, contrairement aux hommes avec l'Arabie Saoudite, peut-être que vous avez des petits soucis à gérer ? Comment ça se passe ? Tu as eu des moments chauds un petit peu dans la vie de groupe ou pas du tout ? Non, aucun. Et avec l'Arabie Saoudite, il y en avait eu par exemple ? Par moment ? On avait eu 1 ou 2 retards au tout début pour mettre les règles de vie en place et Hervé avait pris des décisions radicales puisqu'il avait laissé 2 joueurs en tribune. Mais très vite ça s'était apaisé et on n'a jamais eu trop de problèmes avec les Saoudiens. Mais je crois que dans le management qu'Hervé prône, à partir du moment où il est juste et il est authentique avec les joueurs ou les joueuses, il n'y a pas de souci, il a un discours clair, il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de faux discours ou de promesses non tenues ou des choses comme ça. Il maintient son cap. C'est ce que les filles ont apprécié, d'après ce qu'on a lu. C'est chouette quand ça se passe comme ça, en fait. Oui, je pense qu'elles apprécient aussi beaucoup d'explications. Ça les a changées. À chaque début de séance, je présentais avec l'ensemble du staff la séance qui allait venir, le comment, du pourquoi on fait ça et dans quel but, etc. Elles ont besoin, beaucoup plus que les garçons, de comprendre et de donner un sens aux choses. Juste puisqu'on parlait des JO, Hervé Renard, donc sélectionneur de l'équipe de France féminine, et a priori, peut-être Thierry Henry qui va être nommé à la tête des espoirs et donc de l'entraîneur qui dirigera l'équipe de France de football, ça fait 2 belles têtes d'affiche. Ça ferait 2 belles têtes d'affiche en tous les cas.
Oui, j'ai pas eu d'informations encore officielles. T'es pas dans les petits papiers de la Fédé, tu sais pas. Je sais qu'il y avait plusieurs candidats, mais effectivement, Thierry Henry, c'est quand même un personnage du football français. Vincent, un petit avis là-dessus, là, si Thierry Henry devenait... Moi, je trouve ça super. Pour les Jeux à Paris, Hervé Renard, Thierry Henry, tu as besoin aussi d'avoir des têtes d'affiche. Au niveau de l'athlé, on n'est quand même pas incroyable. En natation, heureusement qu'on a Léon Marchand. Si par bonheur Kylian Mbappé décide de faire les JO, voire Hugo Lloris, si tu as... Et Antoine Griezmann, peut-être. Raphaël Varane, je trouve que on a besoin de tête d'affiche quand on est pays organisateur. Donc pour moi, ce serait super. Et juste une dernière question, peut-être Laurent, puisque tu as un passé effectivement d'entraîneur adjoint de l'Arabie Saoudite. Comment tu juges ce nouvel Eldorado, tous ces joueurs qui s'en vont maintenant pionniers, en fait. Là-bas, oui, vous étiez les pionniers avec Hervé Renard, mais comment tu juges ce nouvel Eldorado ? C'est une belle campagne publicitaire pour le pays qui veut redorer son image, et à juste titre. C'est un pays où nous, on a vécu vraiment dans d'excellentes conditions, avec des gens qui nous ont très bien accueillis. Concernant le championnat, effectivement, ça va être un championnat qui va se relever. C'était déjà un championnat d'un bon niveau, puisque Al Hilal, quand même, a été jusqu'en finale contre le Real Madrid cette année au Maroc, lors de la finale des clubs champions. Et avec tous ces nouveaux joueurs, bien sûr, ça va élever le niveau. La question qu'Hervé s'est posée justement avant le départ, c'est quid des joueurs saoudiens et quel va être le temps de jeu que les joueurs saoudiens vont avoir et donc par conséquent quel est le niveau de l'équipe nationale. Il avait quand même bien senti le truc, Hervé, effectivement. Pour le niveau des joueurs saoudiens, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais ils vont aussi progresser au contact de ces joueurs-là. Ils vont être obligés, si à un moment donné ils veulent organiser la Coupe du Monde, pour être aussi crédible, c'est d'avoir une équipe nationale qui quand même... Ils peuvent naturaliser aussi. Regarde, ce serait... Le Qatar en handball, par exemple, il y a beaucoup de naturalisés. Elle a tout à fait raison, mais malheureusement, on a bien vu qu'avec le Qatar... C'est pas la politique d'Arabie Saoudite, ils ne veulent pas naturaliser. Non, parce qu'il y a quand même plus de 35 millions d'habitants dans le pays, et c'est un pays de football. Il y a de très très bons jeunes. En 2018, ils ont été champions d'Asie U19, champions d'Asie U23 en juin dernier en Ouzbékistan, enfin en 2022. Donc il y a du potentiel chez les jeunes. Après, il faut qu'ils aient du temps de jeu. C'est vrai qu'ils progressent à l'entraînement au contact de ces grands joueurs, mais après, le temps de jeu, il faut l'avoir aussi pour progresser. Et s'ils passent leur saison à chanter à la gloire de Karim Benzema, comme j'ai vu dans une vidéo dans le bus, là... Ah, les joueurs, plus spectateurs que joueurs. Philippe, t'as pas été contacté, toi, par l'Arabie Saoudite Pourtant, la légende... Tant mieux, hein. Ouais. Tant mieux pour nous. Tu vas, oui, bien sûr. Pour moi, le foot a une histoire, comme tout le reste, a un passé, et donc... le foot, pour moi, le foot, c'est pas l'Arabie Saoudite. Mais il faut construire l'histoire. Il est en train de se construire l'histoire aussi, peut-être là-bas. Je ne suis pas un début à tout, mon cher Philippe. Je suis pas toujours d'accord avec toi. Ouais, mais heureusement, et c'est bien pour ça qu'on s'adore. L'avant-match de Lorient-Nice, c'est dimanche après-midi. Il fera pas si chaud que ça finalement à Lorient. Ndiaye. Ouais. Il n'y a pas d'alerte canicule pour l'instant encore en Bretagne, même si il prévoit le soleil, donc ils sont contents. Un petit peu chaud. Alors, il arrive assez tôt dans la saison et il est un peu cocasse ce match contre Lorient parce qu'on se souvient quand même que Régis Lebris était la piste numéro 1 de l'OGC Nice cet été. Enfin, lui, il dit qu'il n'a jamais songé à venir à Nice. Mais les dirigeants, voilà. Tu nous le confirmes, mon cher Vincent. Bah oui. Donc c'est un peu cocasse. Après, tu le fais pas parce que ça aurait demandé pour bien parler de sortir encore une fois plusieurs millions d'euros et bon, ça a donné l'opportunité à Régis Lebris de faire un petit peu table rase aussi à Lorient. Il a le DG qui a sauté, il est costaud avec Loïc Ferry maintenant. Et voilà, c'est le match un peu de Messa Ndiaye qui est l'agent des deux coachs, l'un des agents les plus influent et puissant du football français, qui travaille très bien, il faut le reconnaître. Et ouais, c'est rigolo. Ce ne serait pas qu'on l'invite sur le plateau, un de ces quatre. Il parle pas beaucoup. Ouais, il parle pas beaucoup, effectivement. Ça serait, en on, en tout cas. Mais c'est vrai que ça serait hyper intéressant de l'avoir. Mais ça va être aussi, là encore, on va voir si Francesco Ferraioli va avoir la possibilité de mettre en place ce qu'il souhaite, c'est-à-dire une équipe qui prend le jeu à son compte. 20% de possession pour Lorient au Parc des Princes contre le PSG de Luis Enrique. Donc c'est une équipe qui est très forte dans les transitions rapides. Nice également.
j'attends de voir. Une opposition de style, peut-être, dans ce Pas match-là Lorient mise plus sur un bloc bas et des transitions très rapides. Comme Nice contre Lille. Comme Nice l'a fait contre Lille, mais encore une fois, Farioli nous a bien dit que c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il a une possession de balle aussi basse. La première fois, c'était il avait fait 30% en Turquie, mais ils avaient gagné 5-0 contre Trabzonspor. Donc, mais il n'était pas content d'avoir eu que 30% de possession. Donc en fait, clairement... Si tu gagnes 5-0 à Lorient en ayant 30% de possession, tu signes, non? Il ne sera pas trop content parce que voilà, c'est son projet, voilà, c'est là qu'il va voir si son équipe est capable d'aller chercher haut et surtout de garder ce ballon en position haute et de créer, de provoquer. C'est un peu un test, oui, pour son équipe. Il n'y a pas encore d'urgence de points, évidemment, Philippe, dans cette première partie de saison. Mais il faut gagner. Mais voilà, même si le calendrier est quand même assez compliqué en août-septembre pour l'OGC Nice, et là, tu as eu 2 points lâchés en route dans les dernières secondes d'un match, donc du coup, il faut peut-être aller les rattraper à l'extérieur, ces points-là. Oui, mais... Je pense que c'est dans les possibilités de Nice d'aller chercher quelque chose. Comment elle est cette équipe de Lorient, Vincent, j'espère je pense qu'elle a envie de jouer au ballon. Là. Elle n'a pas eu au Parc des Princes. Lorient en août, il va falloir être solide parce que ça a de l'allant, ça va vite. Tu vas être un peu sous pression. Oui, ils ont bien Régis Lebris, c'est un bon entraîneur, il va bien préparer son plan. Un bon match pour Mofi. Ouais, bah oui. Mais si tu joues bas, mais comme tu veux jouer haut. Il est capable aussi de jouer dans une équipe qui joue. Il n'avait pas joué, rappelons-le, le match de la deuxième partie de saison face à Lorient, à cause d'un accord entre les deux clubs. Donc là, ça sera des vraies retrouvailles. D'achat obligatoire. Ouais. Mais là, ça sera des vraies retrouvailles pour Mofi. Ça serait bien de gagner ce match-là. Apparemment, Lorient, il s'en méfie pas mal. Régis Lebris a dit en conf que... on lui a posé la question, est-ce qu'il y aurait un plan anti-Mofi? Il n'a pas trop répondu. Il a dit qu'il en parlerait avec Laporte et Taibi. Et en effet, à la fin de la séance, il a discuté un quart d'heure avec Laporte et Talbi. On suppose que le sujet de discussion, c'était comment bloquer Mofi. Allez, il sera associé à Gaëtan Laborde, Terem Mofi. On va justement écouter l'attaquant de l'OGC Nice sur cette rencontre et sur son début de saison. On a l'ambition d'avoir le maximum le ballon. Maintenant, on va voir, on va jouer à l'extérieur, donc aussi, c'est chez eux, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, nous en tout cas, on va aller là-bas avec l'ambition de faire un résultat et de faire un match plein. Bon, j'essaie toujours de faire mieux que la saison précédente, donc voilà, j'espère rester sur les mêmes standards. Je trouve que c'est pas mal depuis quelques saisons, mais voilà, je sais que on peut encore mieux faire, mais comme je disais à chaque fois, chaque saison c'est un c'est un renouvellement, on repart de zéro, donc voilà, à moi d'essayer de bien m'entraîner, de travailler au quotidien pour faire des meilleures saisons encore. Voilà, des meilleures saisons pour Gaëtan Laborde, qui pour l'instant est à l'OGC Nice, mais le pauvre, l'année dernière, il était parti dans les dernières secondes du mercato également. À Montpellier, ça s'était passé aussi un petit peu comme ça pour lui, donc pour l'instant, on croise les doigts. C'est ce qu'il a encore dit tout à l'heure, il a dit moi je suis bien à Nice, je suis content d'être là, mais dans le foot, un coup de fil et ta vie peut basculer. Tout peut arriver. Mais un coup de fil, surtout... Je ne comprendrai plus rien. Une belle offre. Il n'en est pas question pour l'instant, en tous les cas. Encore heureux. Mais moi, je pense que demain, s'il y a une belle offre pour Laborde avec son salaire... Ça veut dire quoi, une belle offre? Je pense qu'à 10-12... Le moindre autocar, il vaut 8 millions, donc bon. On passe à la compo probable. Philippe résolu. Allez, Will, c'est la nouveauté de cette saison dans Gym Tonic. La compo probable, on la détaille sur le mur d'images derrière nous. Il va pas arriver à la ligne d'attaque. Donc il n'y aura pas beaucoup de changements ils sont tous coupés en deux. Vis-à-vis de la première compo contre Lille. Donc Boulka continuera bien sûr dans les buts, puisque Schmeichel ne sera même pas sur la feuille de match. Rapproche-toi un tout petit peu le micro. Tu me dis ça, mais j'entendais bien la semaine dernière. C'est ce qu'on me dit en régie, moi, tu sais, moi j'ai l'impression de postillonner sur je suis qu'un exécutant. Donc la défense, la même, avec Attal qui semble avoir une longueur d'avance sur l'Otomba dans le choix et dans l'esprit de Francesco Farioli. Donc Attal, Todibo, Dante, Bar, ce sera la même défense que contre Lille. Youssouf, Sentinelle, Sanson et Thuram également, le même milieu de terrain. Et ce qui devrait changer, c'est justement ce forfait éventuel de Jérémy Boga. Et la question, c'est est-ce que Evan Guessant démarrerait comme il est entré en jeu à la mi-temps, à l'heure de jeu contre Lille, ou est-ce que c'est Diop qui aurait sa chance d'entrée de jeu?
On mise plutôt sur Diop. Même si son entrée, elle est peut-être moins percutante. Elle est pas bonne, mais on sait aussi que Diop n'est peut-être pas un garçon qui aime être le joker en cours de match. Être de nouveau titularisé, ça pourrait le pousser à vouloir se montrer et en faire plus aux côtés de Mofi et donc Laborde aussi qui ont donné satisfaction contre Lille. Et justement, ce duo Mofi-Laborde, ils en ont parlé, Gaëtan Laborde en a parlé tout à l'heure en conférence de presse. Voilà, ils prennent de plus en plus confiance et des automatismes également. Ils en sont quand même à 22 buts, toutes compétitions confondues, tous les deux. Et le coach aussi, ce qu'il aime bien dans ces attaquants, Laborde, Mofi, c'est pareil pour Boga, pour Guessant, c'est leur générosité dans les efforts. Il est même surpris par ça parce que généralement les attaquants, quand tu leur demandes d'aller presser haut, d'aller chercher le défenseur, tout ça, ils aiment pas trop. Et là, à l'OGC Nice, ils trouvent que c'est des garçons très généreux et qui sont connectés. Et on a vu déjà la belle connexion de Laborde-Mofi, passeur décisif Mofi pour Laborde contre Lille. Donc de belles promesses à confirmer à Lorient. Ouais, sur le papier, Laurent, cette compo d'équipe niçoise, elle a de quoi battre évidemment Lorient. Bien sûr, et puis c'est une équipe qui est dans la continuité du premier match, si c'est cette équipe-là qui démarre, avec effectivement de la qualité technique déjà, ce qui est important dans le jeu de l'OGC Nice. S'ils souhaitent avoir une possession haute et un jeu de qualité, il faut qu'il y ait de la technique. Je trouve qu'il y a beaucoup de technique dans ce jeu-là, et puis la percussion de Mofi devant devrait faire la différence à Lorient. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cet avant-match entre Lorient et Nice dimanche à 15h du côté du Moustoir, messieurs. C'est bien ça ouais. Tu rigoles, Non, mais je pense, souviens-toi, je pense à Antoine. Ah oui, non mais on va en parler. D'abord, avant le souviens-toi, messieurs, il y a le cadeau de la semaine. Et le cadeau cette semaine, ce sont 2 places pour la rencontre entre Nice et Lyon. Ça sera la semaine prochaine du côté de l'Alliance Riviera à 21h. On vous fait donc gagner 2 places pour cette rencontre au sommet entre les deux équipes. La première grosse affiche de cette saison. Et pour cela, vous en avez l'habitude maintenant, il faut pronostiquer le score de Lorient-Nice avec le nom des buteurs, le score et le nom des buteurs. Allez, venez, on le fait là. Ça fait longtemps qu'on a fait les pronos. Vous voulez faire un petit jeu des pronos là? Alors vas-y, tiens, tente. 1-1. Ok, Laurent. 3-1 pour Nice. 3-1 pour Nice. Doublé de Mofi. Doublé de Mofi. Et le dernier? Je mettrai Laborde. J'allais dire 2-1 pour Nice, Mofi Laborde. Ok, et toi Philippe? J'ai 2-1 aussi. Allez, moi je vais dire 1-0 avec un but de Sofiane Diop. Tiens, pour qu'il se réveille, un but pour les Niçois. Donc voilà le cadeau de la semaine. 2 places pour Nice-Lyon, le petit hashtag Gymtonic sur les réseaux, le score, le nom des buteurs. On passe au souviens-toi. Alors, tu as été un spectateur attentif du souviens-toi de la semaine dernière, mon cher Philippe. J'ai regardé le... Est-ce que tu as compris quelque chose de ce que nous a raconté Antoine? J'ai regardé le souviens-toi d'El Goulet, un régal. Après, j'ai pris 2 Guronzan, un Dafalgan et 2 Nurofen. On l'embrasse Antoine, c'était pas un exercice facile parce que le match était difficile. Non, mais bien sûr, mais il m'a dit essaye de faire plus long que moi. Ah, oula, tu sais qu'on a déjà un peu dépassé le timing. Allez, on va redevenir sérieux puisque c'est d'un joueur qui nous a quittés il y a quelques semaines dont on va parler à présent, c'est Georges Dominguez, surnommé El Potro. El Potro. Alors, Georges Dominguez nous a quittés le 31 juillet dernier. Il avait 64 ans. Il a marqué Nice. Il a marqué l'OGC Nice, surtout pour la saison 84-85. Il est arrivé à Nice après des matchs amicaux inquiétants qu'avait fait l'OGC Nice. Ils avaient pris un 3-0 contre Monaco pendant l'intersaison, pendant l'été. Donc, ils ont fait venir, ils avaient fait signer en express Mustapha Daleb et Albert Gemrich, qui étaient des grands joueurs, mais un peu sur la fin de leur carrière. Et donc le président Io Santini voulait absolument un attaquant, et il a appelé son ami Rafael Santos, qui faisait le lien avec les attaquants sud-américains. Et c'est comme ça que Jorge Dominguez est arrivé à Nice pour 700 000 francs, ce qui fait 106 000 euros. Ouais. J'ai regardé un peu sur le net, ça ferait 220 000 avec l'inflation. 220 000 euros. Un défenseur central. Ça n'existe plus, ça. Ouais. Costaud. C'est le Presbytanie, je crois.
220 000 €. Donc Georget a fait une première saison avec l'OGC Nice remarquable. Il a fini meilleur buteur de la D2 avec 28 buts en 32 matchs. Quand il est parti, j'ai appelé ses anciens coéquipiers, dont Fabrice Mège, Andrea Mitrano et Patrick Bruzicchesi, qui m'ont tous dit que c'était un phénomène parce que voilà, il bougeait les défenses, il marquait de droite, de la tête, du gauche, il allait au charbon, peur de rien. Et c'est vrai que c'est grâce à lui que Nice a retrouvé la... grâce à tout le monde, mais en partie grâce à lui que Nice a retrouvé la première division. C'était un mec super sympa, qui avait une dégaine d'acteur de cinéma, qui a trouvé l'amour à Nice aussi, parce que donc il s'est marié avec Dominique, une niçoise, que lui avait fait connaître Patrick Bruzicchesi, avec qui il sortait. Ils allaient manger souvent au Félix Fort. Et après, ils allaient à l'Escurial, au Grand Escurial, où ils buvaient des Mentalo, m'a dit la célèbre boîte de nuit qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Où j'ai beaucoup de souvenirs d'ailleurs. Également. Ça ne m'étonne pas, nous en avons tous, même si vous êtes un peu plus jeune. Oui, mais... Donc, je sais pas, on devait voir peut-être les buts de... Eh ben oui. On devait voir les buts du dernier match contre Grenoble, et voilà. Nice en bleu. Je sais pas ce qu'il aura dit. Le maillot du Matra Racing. Nice en bleu, Lee Cooper. Donc l'équipe de Nice, je vous la rappelle vite fait. Mitrano, Joly, Bruzicchesi, Curbelo, Blanc derrière. Au milieu, Françoise, Castagnino, Mège, Lefebvre. Devant Marguerite Dominguez, entraîneur Jean Séraphin. Il y avait 1500 spectateurs. 1500 Niçois qui avaient été à Grenoble. Des Alpes. Ouais, au Stade des Alpes, où il y avait à peu près 9000 personnes. Ouverture du score par Lefebvre. Là, je crois qu'on va avoir un but refusé à Jorge Dominguez. Il me semble. Ou c'est... Non, là, on voit le but. Deuxième but. 2-0. Avec le défenseur qui essaye de la rattraper de la main. But de Dominguez. C'était à la combien à peu près 40e. Et il va célébrer devant les... C'est à Lesdiguières, c'est pas... Devant les 1500 Niçois. C'est à Lesdiguères et pas au Stade des Alpes. Alors que toutes les caméras étaient à Saint-Étienne, parce que toute la France voulait que Saint-Étienne remonte. Sauf Nice. Voilà. Un petit clin d'œil à nos amis verts. Et le troisième but signé Gilbert Marguerite. Et après, alors là, je sais pas ce que c'est. Un coup franc. C'est un coup franc, ça. Ouais, mais... Ça veut dire quoi, El Potro? El Potro, le cheval. Et lui, c'était le cheval sauvage. Parce qu'il défonçait les défenses. Voilà. Donc là, on voit carrément plus rien. C'est la qualité. On va appeler Cognac G. Voilà, je crois que Marguerite. Donc, Nice mène 3-0. Après, Grenoble revient à 3-1, 3-2, mais s'arrête là. Donc, Nice monte. Il y avait un monde fou à l'aéroport. J'y étais. Pour Nice Matin. Et le lendemain, ils avaient fait un défilé. Mais on les voit là. Avec le docteur Parianti. Et donc ça, c'était pour fêter la montée en Ligue 1. Donc il raconte à chaque fois que sa fille est née à Lanval ce jour-là et qu'il avait participé au défilé depuis mon oncle Piche. Ah oui. Ouais. Et depuis la chambre de Lanval pour voir la... Et oui, mais on va voir à un moment donné, on va voir les balcons de Lanval. Ah, ça fait plaisir de voir ces images-là sur la promenade des Anglais, le défilé. Les jeunes en tcha ou en 103. Les confettis de carnaval, les cornes de boule. Les drapeaux, Albert Gamrich. Voilà, ça c'est Lanval. Non. Mais oui, l'ancien Lanval. L'ancien hôpital Lanval. Voilà, il y a peut-être Piche sur le balcon. On le salue. Salut Piche. Et donc, c'était la fête au gym. Combien de temps était resté le l'OGC Nice en... 3 ans. Ils étaient restés 3 ans en deuxième division. Et l'année d'avant, il y avait eu ce match de barrage contre le Racing. Et donc, ils montent en première division. Et donc l'année suivante, ça se passe un peu moins bien pour Jorge Dominguez, une histoire de contrat, de prime qu'il devait toucher, qu'il n'a jamais eu, qui était parti un troisième agent qui avait fait le transfert. Il y a eu un bras de fer avec le président Innocentini. Il a refusé de faire le premier match, il a refusé d'aller à Bordeaux pour la première journée. Ça s'est très mal passé entre lui et le président, il a mis du temps à revenir. Il a rejoué, mais il avait perdu un peu le fil, c'était un affectif. Et il a mis quand même 10 buts. Parce que pas mal pour un attaquant niçois n'ont jamais mis. Et il est parti au bout d'1 an. C'est dommage, ils avaient fait venir un autre Argentin, Rolando Barrera,
pour jouer à gauche avec lui. Il dit El Royo. Il s'était blessé très vite. Ah. Un peu... C'était le rouillé alors. Et donc après, Jorge est parti à Toulon. Il a fait Toulon, Nîmes, Tours, Nîmes. Et il est reparti en Argentine. Et Laurent, tu as le souvenir de Georges Dominguez? Ouais, je me souviens, j'étais adolescent et c'était un attaquant comme on aime aussi à Toulon, qui s'engage et qui remue les défenses. Il a dû jouer avec Roger, Ricor à cette époque-là. Il y avait une belle équipe à Toulon. Ah oui, c'était en 86 peut-être. 86, 88. Il a joué 2 ans à Toulon, je crois, de 86 donc il part de Nice, il va à 88. Ouais. Oui, il va à Toulon. Il y avait des rapports musclés avec les journalistes aussi, non? Il quitte Toulon parce qu'il avait eu un problème avec un journaliste et il lui avait donné un gros coup de poing dans le visage. Ah oui. Et donc, Courbis avait dû se passer de lui parce qu'il y avait eu une plainte et que ça s'était mal terminé à Toulon. Ouais. Mais il n'y avait pas un peu... Oui, avec un journaliste qu'on connaît bien, donc on se passera de... Oui, on passera de citer. En tous les cas... Ouais, on peut dire toutes nos condoléances à la famille de Georges Dominguez et à ses proches. Son ex-femme Dominique et son fils Dylan, qui a 33 ans, son fils est à Nice. Et il a une fille aussi qui a été jusqu'au bout avec lui et la famille était très très peinée et très touchée. Je crois qu'ils vont être à l'honneur pour Nice-Lyon. Et ça serait bien, mais je pense que après avoir acclamé Puel, je pense que l'Alliance acclamera le souvenir de Jorge Dominguez. Et on pense évidemment fort à la famille. Messieurs, merci beaucoup Laurent. Merci. Merci, on te reverra avant les JO. Tu reviendras sur le plateau nous parler évidemment avec plaisir de cette équipe de France de foot féminine avant les Jeux Olympiques. Les coachs qui passent ici, on a l'exemple avec Eric et on a relancé sa carrière. Eric Roy, qui a réussi à battre Lens. On l'embrasse aussi. Super début de saison d'Eric. Exactement. Allez, merci beaucoup messieurs, c'est la fin de ce Gym Tonic. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci à Chloé Vargar, Sophie Doncé, Philippe Bertini et Franck Fernandez à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bon week-end à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.